Savez-vous ce que vous devez faire en cas d'accident nucléaire? Alors ces questions, on va y répondre aujourd'hui avec les experts du centre de crise, les experts de l'Agence fédérale pour le contrôle nucléaire et les experts de la santé publique. Comme médecin, comme pharmacien, vous êtes très certainement confronté aux questions que les citoyens se posent par rapport au risque nucléaire. Et à ces questions, vous devez répondre très précisément. Voilà pourquoi nos experts vont vous informer de façon précise, là aussi, aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le risque nucléaire? Tout le monde sait à peu près ce qu'est la radioactivité, mais qu'est-ce que c'est précisément et qu'est-ce que ça engendre? Et puis à partir de quel moment parle-t-on de contamination radioactive ou bien d'irradiation radioactive? On en parle. Donc ceci est un accident nucléaire qui surviendrait dans une centrale nucléaire. Il pourrait y avoir à un moment donné, c'est relativement peu probable, mais c'est jamais exclu. Gagner au loto, c'est aussi très peu probable. Il y en a quand même qui gagnent, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici c'est un peu un manque de bol par rapport au fait de gagner au loto. Donc on libérerait dans l'atmosphère toute une série de produits radioactifs, des gaz rares, de l'iode, un élément très important, et éventuellement toute une série d'autres produits qui seraient libérés sous forme de petites particules qu'on appelle des aérosols. Maintenant, ce nuage radioactif va être libéré, dispersé par le vent. Bien sûr, la radioactivité ne reste pas pendue dans l'air comme ça ad vitam aeternam. Une partie peut se déposer sur le sol. Déjà, le passage du nuage va vous irradier, mais une partie de cette radioactivité va se déposer sur le sol, donnant lieu à une contamination de l'ensemble des surfaces. Une contamination soit par dépôt sec, soit par dépôt humide lorsqu'il pleut, qui va contaminer l'ensemble des gens qui se baladent à l'extérieur, qui va contaminer le bétail, qui va contaminer les terres agricoles, les rues, les trottoirs, les bâtiments, et qui va donner lieu à une contamination externe et une irradiation externe à partir des dépôts. C'est ce qu'on appelle en anglais le ground shine. Une fois que le nuage est parti, vous allez avoir une activité résiduelle au niveau des surfaces et notamment des prairies, des cultures qui peuvent être ingérées par les animaux, qui peuvent être ingérées directement par nous ou au travers de la filière animale, ce qui va donner lieu à une contamination interne. Deux types de contamination interne, l'inhalation quand vous êtes dans le nuage, pendant le passage du nuage, une contamination interne qui va devenir importante à long terme, qui est l'ingestion de produits contaminés. Distinction importante à faire entre irradiation externe, la source se trouve à l'extérieur de l'organisme, elle irradie, elle envoie des rayonnements vers l'individu qui se trouve à proximité. Par rapport à une contamination, soit externe, où la radioactivité se trouve déposée en surface des individus, donc elle le contamine sur ses cheveux, sur ses mains, sur ses vêtements, l'irradiant de ce fait également, mais plus grave aussi, la contamination interne qui aurait été le résultat d'une inhalation ou d'une ingestion et qui va rester relativement plus longtemps, plus difficile à s'en débarrasser parce que c'est dans l'organisme et ce ne seront que par les voies biologiques que l'on va pouvoir l'éliminer. Alors, l'irradiation externe, en fait, c'est quand je vais au soleil. Je suis exposé à des rayonnements. En fonction de ma sensibilité, je suis blond, je rougis, je suis une peau mate, je brunis. Je rentre à la maison, je me mets à l'ombre, je ne suis plus irradié. J'ai enlevé quelque part la source d'exposition. Je donne la main à quelqu'un, j'ai pris un coup de soleil, je ne lui donne pas mon coup de soleil. Je bronze, je ne lui donne pas ma couleur, mon teint hâlé. Donc ça, c'est quelque chose qui est non transmissible. L'irradiation externe n'est pas contaminante ni irradiante pour les personnes que vous allez fréquenter par la suite. Vous enlevez la source, vous n'êtes plus irradié. Par contre, la contamination externe, c'est la pluie. Vous vous baladez sous la pluie, vous êtes mouillé. Vous rentrez chez vous, vous embrassez votre compagnon, votre compagne, il peut être mouillé de ce fait. Donc, la contamination externe est transférable. Et il faudra enlever ses vêtements, il faudra prendre une douche pour pouvoir en éliminer une grande partie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essentiellement, on se met à l'abri. On se met à l'abri. Pourquoi? Parce que la radioactivité extérieure est plus importante que la radioactivité qui va pénétrer dans votre habitation. Vous vous êtes calfeutré dans votre maison, vous êtes presque sous une cloche à fromage et vous êtes protégé
de la contamination de l'air à l'intérieur de la maison. D'autre part, vous vous protégez de l'irradiation du nuage parce que vous mettez entre vous et la radioactivité des barrières qui sont le toit, qui sont les murs. C'est la raison pour laquelle mettez-vous dans une pièce la plus centrale possible et évitez de vous balader à l'extérieur parce que là, vous risquez une forte contamination et une forte irradiation. Contamination externe et contamination interne en respirant. N'oubliez pas non plus qu'au plus vous êtes loin de la source, rappelez-vous mon nuage avec mon modèle, les couleurs devenaient de plus en plus fades. Eh bien, si vous faites tourner un modèle de dispersion dans un nuage radioactif à partir d'une source, vous voyez, j'ai repris plus ou moins les mêmes couleurs. Au plus on est loin de la source, au moins on est exposé, bien sûr. Le risque est d'autant plus important près de la source. C'est pour ça qu'on a des zones de planification très proches de nos sites nucléaires et qu'au-delà, on a les zones d'extension pour lesquelles on a prévu maintenant la possibilité d'étendre les contre-mesures comme la prise d'iode ou la mise à l'abri, mais pour lesquelles ça ne s'adresserait principalement qu'aux groupes sensibles, aux groupes les plus sensibles, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Alors que font les autorités? Le risque nucléaire, il existe, il est là. Les autorités font tout pour le réduire au maximum. Mais quelles actions sont entreprises au quotidien pour prévenir les accidents nucléaires? Et quelles mesures seraient prises en cas d'incident nucléaire? On va répondre tout de suite à ces questions avec nos experts. David Raskin, vous avez participé donc à l'élaboration de ce nouveau plan d'urgence version 2018, d'urgence nucléaire. Il a fait évoluer les choses dans quelle mesure? Il y a quoi de neuf dans ce plan d'urgence nucléaire 2018? Alors bonsoir tout le monde. Le plan d'urgence nucléaire dans sa mouture actuelle n'est pas du tout une révolution. C'est une évolution graduelle vers plus d'efficacité et à la suite d'une longue réflexion et une longue collaboration et concertation avec toute une série d'acteurs, tant au niveau national qu'au niveau associatif, au niveau international et au niveau interdépartemental. Mais ça change quoi alors? Et alors maintenant, concrètement, le plan d'urgence, il va plus loin dans les mesures de préparation qui peuvent être faites par les autorités et également par la population. Donc qu'est-ce que change concrètement? Par exemple, au niveau local, il offre beaucoup plus d'autonomie aux autorités locales, que ce soit les gouverneurs ou les bourgmestres, pour préparer toutes les actions de protection, pour planifier ces actions de protection au cas où il devrait se passer quelque chose sur le territoire. Le plan d'urgence nucléaire, il assure également une meilleure compréhension de la situation au niveau international en permettant, en mettant en place un niveau de notification des autorités qui correspond au niveau de notification de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui fait que quand il se passera quelque chose en Belgique, les autorités, les pays voisins et les autorités internationales et au niveau, comprendront beaucoup mieux ce qui se passera ici. Et il y a également la volonté qu'une crise soit gérée de manière beaucoup plus intégrée. Ça veut dire réunir dans un environnement intégré au centre de crise, mais également au niveau provincial et même, voire même communal, à créer un environnement où tous les experts et les décideurs peuvent se réunir au même endroit pour se former une image la plus concrète possible de la situation et pouvoir prendre les décisions et la mise en place des actions de protection sur le terrain de la manière la plus concertée et adaptée pour la situation. Donc par exemple maintenant il y a une grande nouveauté, donc on parle de la zone de planification, donc pour l'IRE par exemple c'est une zone de planification, donc c'est une zone dans laquelle on prépare les actions de protection qui est de 10 km, mais il y a maintenant une extension de cette zone. Zone d'extension. Il y a la zone d'extension également qui va donc jusqu'à 100 km. Alors il y a donc la zone de planification autour des centrales nucléaires est maintenant passée de 10 à 20 km, donc ça c'est pour la prise de comprimés d'iode, mais c'est également pour la mise à l'abri. Et autour des centrales, c'est 10 km pour l'évacuation. L'IRE Fleurus n'est pas impliqué dans l'action liée à l'évacuation, parce que les termes sources utilisés dans la centrale n'impliquent pas une nécessité d'évacuer la population. Par contre, la prise de comprimés d'iode et la mise à l'abri, bien. Et au cas où c'est nécessaire, par exemple, on peut étendre cette zone de mise à l'abri jusqu'à 100 km, c'est-à-dire sur l'ensemble de facto du territoire, et également 100 km pour la prise de comprimés d'iode. C'est pour ça que maintenant l'ensemble du territoire est impliqué concrètement par le plan d'urgence, et c'est pour ça que sur l'ensemble de la Belgique, vous pouvez aller chercher vos comprimés d'iode en pharmacie.
Alors, comment agissent les comprimés d'iode? En Belgique, à l'occasion de la publication du plan d'urgence nucléaire 2018, 46 millions de comprimés d'iode vont être distribués par les pharmaciens. Mais comment agissent ces comprimés d'iode et qui doit les prendre ou ne pas les prendre? Des questions capitales. Par contre, si vous avez un accident pendant la deuxième phase, à ce moment-là, vous avez la probabilité d'un rejet plus ou moins conséquent d'iode radioactif. Dans ce cas-là, rentrez chez vous, ça reste la mesure de protection, l'action de protection principale. Et si les autorités estiment que les quantités d'iode qui ont été relâchées sont suffisantes et présentent un risque substantiel, notamment pour la thyroïde des jeunes enfants, on dira prenez également vos comprimés d'iode. Les comprimés d'iode doivent être déjà présents dans la maison de façon à ce que la population puisse le combiner avec la mise à l'abri. Alors, l'iode est absorbé de façon très efficace par l'organisme. Le facteur de résorption au niveau intestinal ou au niveau pulmonaire, c'est quasi 1. 100% de l'iode que vous ingérez va passer dans le sang. En plus, cet iode va aller essentiellement se mettre dans cette thyroïde, qui est un petit organe de une vingtaine de grammes. 95% de l'iode dans un tout petit volume, donnant toute son irradiation dans ce volume. Ça va se concentrer également, mais dans une moindre mesure, dans d'autres organes. Vous pouvez en retrouver par la suite. Et bon, les radiologues, quand on fait du radiodiagnostic avec une injection d'iode, on en retrouve aussi dans les glandes salivaires. Après un certain temps, on en retrouve dans l'estomac. On va en retrouver dans les reins, y compris les glandes mammaires. Mais c'est essentiellement la thyroïde qui le prend, produisant une irradiation de la thyroïde de l'intérieur et donc un risque accru de cancérisation de cet organe. Et voir s'il y a vraiment énormément d'iode dans la thyroïde, c'est brûler l'organe complètement et le rendre totalement inopérant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas d'iode stable avant le passage d'un nuage radioactif contenant de l'iode? Eh bien, vous avez un peu d'iode dans la thyroïde. Nous sommes en Belgique légèrement carencés en iode. Le fait que nous vivions dans ce pays qu'on appelle la Belgique fait que notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment d'iode. On est quelque part un peu des crétins. Pas des Alpes, mais des crétins de Belgique. Vous dites ça aux Français, ils sont très contents et ils sont tout à fait d'accord avec vous. On a une légère carence en iode. Tout iode qui va passer, la thyroïde le prend. Et donc, si vous n'avez pas saturé votre thyroïde, si vous ne prenez pas vos comprimés, tout l'iode radioactif symbolisé par les petites croix va pratiquement s'accumuler dans votre thyroïde, donnant une grosse dose à la thyroïde. Si vous prenez par contre vos comprimés d'iode avant d'être exposé à l'iode radioactif, vous saturez votre thyroïde en iode stable. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais un seau avec un fond d'eau, je complète mon seau avec de l'eau pratiquement à ras-bord, essayez de mettre de l'huile dedans, l'huile va s'écouler à l'extérieur, c'est ce qui va se passer avec l'iode radioactif. Très peu de cet iode radioactif que vous allez inhaler va pouvoir s'accumuler dans la thyroïde, d'où un bénéfice en termes de dose à cet organe. Les comprimés protègent seulement uniquement pour l'iode. Donc si on parle d'accident central dans lequel vous avez énormément d'autres choses, si vous prenez ça alors que vous n'avez un accident que dans la première phase, le premier stage des activités l'URE où vous n'avez qu'un départ de gaz rare, ça ne vous protège pas du tout. Ce n'est pas la panacée ce truc. C'est uniquement dans le cas où vous avez une contamination interne, même pas externe, d'iode radioactif. Vous n'êtes même pas protégé contre l'irradiation de l'iode qui se trouve dans le nuage. Ça, c'est de l'irradiation externe. L'iode stable ne fait rien. Il est important, dans la mesure du possible, de prendre ces comprimés avant le moment de l'exposition. Si vous les prenez quelques heures avant, voire jusqu'à 12 heures avant, votre thyroïde a le temps de se saturer et vous n'avez plus de prise d'accumulation d'iode radioactif. Si vous le prenez plus tard, l'iode radioactif va commencer à s'accumuler dans votre thyroïde et donc l'efficience de la prise devient réduite. Maintenant, ce graphique est un peu tordu quelque part, dans la mesure où c'est un truc expérimental, où on a donné une injection d'iode radioactif. Donc ça ne représente pas ce qui se passe dans un accident où vous avez un nuage qui passe pendant un certain temps.
Et donc, si vous aviez ce genre de situation, bien même le prendre quelques heures après va continuer à vous protéger pour ce qui va venir encore du nuage. Ce n'est pas le fait que vous avez, pops, à un moment donné, de l'iode radioactif dans votre environnement et puis il disparaît. Par contre, si vous prenez beaucoup trop tard, là, à ce moment-là, ça risque d'avoir un contre-effet, en ce sens que l'iode va éventuellement être accumulé, l'iode radioactif va être bloqué dans la thyroïde qui ne va plus avoir son mécanisme de recyclage de l'iode. On doit essayer de stimuler chaque citoyen à aller chercher son comprimé. On doit lui expliquer comment il doit l'utiliser, quel dosage il faut pour quel groupe d'âge. On doit l'informer à l'avance en tant que médecin si vous savez que votre patient a des contre-indications, présente des symptômes ou a une maladie qui le rendrait sujet à développer des effets secondaires. Éventuellement, rassurer par rapport aux effets secondaires, parce que pour la plupart des gens, ce qu'on appelle allergie, ça donne essentiellement un eczéma qui disparaît rapidement lorsque la prise d'iode cesse. Éventuellement, on ne fera pas ça de façon systématique, mais si vous avez, après un accident, des patients qui se présentent chez vous et qui ont pris leur comprimé d'iode, ben on sera, en tant que médecin, peut-être plus attentif à ce qui se pourrait se passer au niveau de sa thyroïde. L'âge, au moment de l'exposition, est essentiel. C'est un facteur de risque important. Et un des premiers exemples qu'on peut vous montrer, c'est cette étude qui a été menée entre les enfants exposés après l'accident de Tchernobyl, des enfants de Bélarus, comparé à un groupe d'enfants témoins en Grande-Bretagne. Et on s'est aperçu que le risque de développer un cancer de la thyroïde était d'autant plus important que l'enfant était jeune au moment de l'exposition. Je pense que ce graphique parle de lui-même. Quand on avance en âge, notre métabolisme commence à ralentir, notre thyroïde fonctionne un peu moins efficacement et donc à partir de ce moment-là, on a moins de risques de développer un cancer de la thyroïde. C'est vrai également pour les fœtus, à partir du moment où la thyroïde du fœtus devient fonctionnelle. Mais c'est vrai également pour la maman, parce que son métabolisme en produisant son bébé, en construisant son bébé, eh bien, augmente aussi. Donc, elle a une demande plus importante en iode et elle va accumuler davantage d'iode. Ça protège donc à la fois la mère et le fœtus. Et la dose administrée est la dose pour l'adulte, parce que ça, c'est une question de dilution dans la masse du corps humain. Les femmes allaitantes, c'est aussi un groupe cible dans la mesure où l'iode est transporté vers le lait maternel et donc on veut éviter que le bébé ne prenne au travers de son alimentation un lait maternel qui soit contaminé en iode radioactif. Donc le fait qu'il y ait de l'iode stable parce que la maman en a pris va conduire à une dilution isotopique, comme l'on dit, mais de toute façon, ce n'est pas pour cela que le nourrisson va se contenter de ce qu'a pris la maman. Il doit avoir sa dose propre. Donc la dose, en fonction de son âge, soit d'un quart, soit d'un demi-comprimé. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas, ou on préconise de ne pas donner des comprimés à des personnes de plus de 40 ans? Eh bien, c'est parce que vous avez une balance en fait entre le bénéfice lié à la protection de la thyroïde par l'iode stable et au fait qu'elle ne va pas accumuler de l'iode radioactif par rapport aux effets secondaires. Ces effets secondaires sont très peu présents quand on est jeune. Ils augmentent quand on devient plus âgé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on dit que ce n'est pas vraiment utile que les gens de plus de 40 ans en prennent. Leur risque de cancérisation de la thyroïde est relativement limité. Toutefois, le médecin traitant est la personne la mieux placée pour conseiller ses patients. Comment est-ce que vous allez procéder avec vos patients au-delà de 40 ans pour leur conseiller? Surtout, ne faites pas d'ultrasons. Parce que le nombre de faux positifs est extrêmement élevé, surtout chez des gens qui ont un certain âge. Donc ne le faites pas. Limitez-vous à une simple palpation et du moment que vous faites de toute façon un contrôle biologique, ajoutez TSH.
ajouter le thyroid stimulating hormone. Et ça se limite à ça. C'est les deux seules choses. Si jamais, bien sûr, vous avez une palpation qui n'est pas normale, à ce moment-là, vous passez à d'autres examens, bien sûr, mais pas comme premier examen. Et voilà ce que je vous disais, ça c'est le risque. Bon, ce ne sont pas des courbes scientifiques extraites d'éléments, c'est juste pour visualiser. Donc vous avez le risque relatif qui est très bas au début de la grossesse, dans le premier trimestre de la grossesse pour le fœtus, il n'a pas encore de thyroïde, donc ça ne pose pas vraiment un problème. À partir du moment où il développe sa thyroïde et il commence à accumuler, son risque augmente très fortement. Et rappelez-vous le graphique après Tchernobyl, ça diminue aussi très rapidement jusqu'à atteindre des valeurs qui sont très très faibles. Par contre, le risque d'effets secondaires peut augmenter substantiellement à partir de l'âge de 40 ans. Donc c'est schématique, c'est juste pour expliquer, ça n'a aucune valeur scientifique, mais ça vous permet de vous rendre compte que si, en fait, le risque d'exposition à l'iode radioactif devait fortement augmenter, c'est-à-dire que cette courbe devait se déplacer vers le haut, bien vous voyez que le point de rencontre va se déplacer vers les âges les plus importants. Donc 40 ans n'est pas une valeur, comment vais-je dire, limite. C'est quelque chose qui pourrait évoluer en fonction des circonstances et en fonction de l'évaluation par nos spécialistes au niveau de la cellule d'évaluation. Elle est grande, en fait, ce risque est grand parce qu'on a un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus et le nouveau-né pour l'effet de Wolff-Chaikoff. Elle devient grande parce qu'on a aussi un risque d'hyperthyroïdie chez les personnes âgées. Au plus on avance en âge, au plus on risque de faire ce type d'effet secondaire. Et donc l'analyse, en principe, dans la plupart des cas, montre que l'âge où la balance revient à l'équilibre est plus ou moins de 40 ans. Juste pour ajouter, la plupart des gens d'ici, de la région d'ici, devraient déjà avoir leurs comprimés qui datent encore de la campagne 2011. Ils ont été produits et la date qui est inscrite sur les boîtes sera 2010. Ça veut dire qu'ils sont toujours valables et qu'ils vont sans doute rester encore valables pendant 20, 30, 40 ans. Ceux que j'ai dans mon bureau datent d'une production de 82. Ils sont toujours valables. Et vous leur faites confiance totalement. Vous avez les vérifie, hein, on les vérifie régulièrement, mais ils restent valables. Tant qu'ils sont bien conservés, c'est-à-dire à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière, de l'UV, ils restent valables. Et le blister est fait pour. C'est le blister, tant que le blister est intact, rien ne se passe. À retenir, il est important de bien définir le moment où on prend l'iode. Ça ne sert à rien de le prendre 4 jours après. Ça ne sert à rien de le prendre maintenant quand ils vont chez le pharmacien. Certaines personnes réellement ont demandé « est-ce que je commence le traitement maintenant ?» La réponse bien sûr est non. Il faut attendre que les autorités donnent une recommandation comme quoi ils font le faire et les autorités le feront en fonction de la qualité du rejet, de la quantité d'iode rejetée, etc. Il faut aussi... Cette évaluation va permettre de déterminer quel groupe de la population va le prendre. Nous avons des niveaux guides qui disent à partir d'une certaine dose à la thyroïde de l'enfant, le risque est important qu'il fasse un cancer, qu'il développe plus tard un cancer, donc on va lui donner des comprimés d'iode. Chez l'adulte, ce niveau guide est beaucoup plus élevé parce que le risque de développer un cancer chez l'adulte est beaucoup plus faible. Donc on pourra éventuellement attendre plus longtemps. Il n'empêche que si les gens veulent prendre leur comprimé d'iode, même en étant adulte, même si ce n'est pas recommandé, le risque qu'ils développent des effets secondaires est quand même relativement faible, hein, y compris pour les gens qui ont plus de 40 ans. Donc si ça les, quelque part, socialement, psychologiquement, ça les soulage, bon, pourquoi pas. De toute façon, ce qu'on va avoir en Belgique, c'est souvent une prise unique. On espère qu'on n'aura pas un triple accident comme on l'a eu à Fukushima, qu'on n'aura pas un accident avec un rejet qui va durer plusieurs jours, voire de l'ordre de la semaine, de sorte que la prise unique est en principe notre, comment vais-je dire, je dirais pas notre credo, mais ce qu'on pense qui sera le plus réaliste. Il n'empêche qu'une prise, une répétition de la prise n'est pas exclue, sauf
Chez la femme enceinte, je pense. Et chez le tout petit, oui, forcément. Là, pas de prise répétée. Pardon? Pas de prise répétée pour les femmes enceintes et les tout petits. Non, parce que là, l'effet de deux fois une grosse dose, une énorme dose, c'est plus de 1000 fois la dose journalière que l'on a habituellement. Serait négatif, c'est quand même pas si anodin que Et ça. on rappelle donc que le signal sera donné par les médias, l'autorité passera par les médias pour donner, allez-y maintenant, prenez votre comprimé d'iode. Hein. Ou par par Bialert, Bialert. évidemment. Donc on en revient aux médias qui sont très importants dans ces cas-là, et le Bialert, les GSM, et écoutez la radio qui dans ces cas-là... C'est le essentiel. message qu'on répète, qu'on martèle de plus en plus. Mettez-vous à l'abri, écoutez la radio, ayez vos comprimés sous la main au cas où.